The words say, we are to awaken, stand up, be counted. For you are being recognized in the spirit world. Vous êtes aussi jardinier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir un jardin, de s'occuper de la nature? Et quelle est la meilleure façon de faire ça? En ce qui me concerne, je suis un jardinier fou. Parce que je jardine pour les animaux, pour les insectes, pour les vers de terre, pour les limaces, les escargots, tout ce que les jardiniers n'aiment pas. Donc, je passe mon temps à nourrir la nature, leur donner du foin, de la paille, ne pas les déranger. Maintenant, en ce qui concerne le jardinage pour soi, tout d'abord, et ça les Indiens d'Amérique le disaient toujours, il ne faut pas blesser le corps de notre mère. Comment pourrions-nous griffer, blesser le corps de notre mère qui nous a donné vie et à laquelle nous reviendrons à la mort? Il y a donc une certaine façon de jardiner. Avant toute chose, et comme pour toute chose, le jardinier doit disparaître. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que la disparition d'un jardinier? Eh bien, c'est celui qui veut blesser la mer, qui veut creuser la terre, qui veut biner, qui veut mettre des produits chimiques parce qu'il a peur de ne pas avoir de légumes, donc qui détruit la nature, détruit la vie, la flore, détruit le mycélium, les champignons souterrains, qui permettent à la vie d'exister. La bonne façon est de faire en sorte que la terre ne soit jamais mise à nu. Vous n'aimeriez pas que votre mère soit nue, donc vous l'habillez. Vous couvrez la terre de foin, de paille. Il y a dans le foin beaucoup d'azote, plus que dans la paille. Dans la paille, il y a plus de carbone. Mais en alliant foin et paille, vous créerez un humus équilibré pour vos légumes. Bien sûr, le foin peut suffire, mais il faut en mettre 30 cm, voire 40, parce que le foin disparaît plus vite que la paille. Mais le foin est assez équilibré. Il y a des jardiniers qui utilisent que du foin. En ce qui concerne la paille, qui possède beaucoup plus de carbone, si vous laissez la paille en place pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, eh bien, cela va devenir de l'azote avec le temps. Mais au début, vous n'aurez que du carbone. Donc, à l'automne, c'est bien de couvrir votre terre de paille pour passer tout l'hiver, et au printemps, vous aurez déjà un humus, la terre noire, même s'il y a encore des morceaux de paille noir ou marron, ça n'a aucune importance, c'est déjà de la terre. Ensuite, il est bon de faire des rangées de 80 cm, 90 cm de large, et faire des chemins entre les rangées, parce qu'il ne faut pas marcher sur la rangée, sur le foin ou sur la paille. À savoir que le foin et la paille, pour l'hiver, permet aux insectes de rester là, dans votre jardin. Les vers de terre aussi ont chaud l'hiver grâce à cette couverture que vous faites. Si vous laissez la terre à nu, le soleil va brûler la terre, il y aura des crevasses, tout sera sec et beaucoup d'insectes disparaîtront. Donc, toute l'année, le terrain doit être couvert. Dans cette couverture, vous plantez.
Si maintenant vous voulez semer, vous retirez un peu de paille, toute une rangée, vous semez, et quand c'est sorti et c'est assez grand, ça commence à faire 15 cm, eh bien vous mettez de la paille autour de la plante, et puis vous laissez la plante pousser naturellement. Elle sera donc protégée du soleil par la paille ou le foin, mais en plus, paille et foin retiennent l'humidité, donc vous n'aurez plus besoin d'arroser beaucoup. Au lieu d'arroser tous les jours, vous arroserez une fois par semaine. Et quand la plante est beaucoup plus grande, vous arroserez une fois tous les 15 jours. Voilà le besoin de mettre de la paille et du foin. Ensuite, il ne faut utiliser aucun outil. La binette qui sert à biner autour de la plante ne servira plus à rien, puisque votre terre elle sera molle dans la main. Ça sera une terre comme dans la forêt. Dans la forêt, il n'y a pas besoin de creuser. Avec la main, vous attrapez de la terre naturellement. Donc les outils, il faut les jeter. Ils ne servent qu'à blesser la terre. Ensuite, chacun a sa méthode. Comment organiser son jardin. Dans mes débuts, j'ai eu de très bons légumes. Puis après, avec des problèmes de santé, problèmes de dos, et puis j'avais pas la nécessité de m'occuper d'un jardin aussi grand. Petit à petit, j'ai abandonné les rangs, et maintenant, en fait, je cultive dans une serre. Parce que on n'a pas besoin d'autant de légumes, autant de terrain. Donc le reste, je continue à entretenir les rangées, à nourrir de paille et de foin pour la terre, pour la richesse, pour la bioculture, pour faire de la biomasse et permettre à tous les insectes de vivre heureux, ne pas être dérangés. C'est ma manière à moi d'exprimer un peu l'esprit du Bodhisattva dans ce monastère, m'occuper des êtres vivants. Et cela me satisfait. Quand vous ramassez des feuilles, ne les brûlez pas, ne les jetez pas, mettez-les sur les rangs. Mais il faut aussi en laisser pour l'arbre qui a fait tomber les feuilles, parce qu'il va se nourrir de ses propres feuilles. Quand vous taillez des branches, des haies, un petit peu partout, vous les coupez en morceaux de 10 cm au sécateur et vous les jetez au pied des arbres. Ça va le nourrir. Ça, c'est très très important de nourrir l'arbre qui a donné ses feuilles. Ne lui prenez pas tout. Ou une année, vous pouvez prendre les feuilles et les mettre sur les rangs et l'année d'après, vous laissez à l'arbre, par exemple. Quand vous tondez de l'herbe, ne jetez pas cette herbe. Mettez 10 cm d'herbe sur les rangs, ça va apporter de l'azote à votre culture. Donc, vous recouvrez, en plus ça évite que la mauvaise herbe pousse. Si mauvaise herbe il y a, bien sûr. On dit mauvaise herbe, mais en fait aucune herbe n'est mauvaise. Mais, si vous voulez avoir des légumes sans être envahi par les herbes, eh bien, vous mettez la tonte, ce que vous avez tondu, à 10 cm d'épaisseur sur vos rangs. Katahi wate ya 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 ina wate ya 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 dono shaumakaya he. Est-ce nécessaire de tailler les arbres? Et si c'est le cas, comment faire pour ne pas les blesser? Si l'on taille, on blesse. C'est systématique. Vous ne pouvez pas tailler sans blesser. Par contre, il faut tailler avec des bons outils, tranchants. Il faut tailler net.
Ça veut dire que votre sécateur doit être propre, il doit être super bien affûté et désinfecté avec de l'alcool. Vous savez, les désinfectants qu'on utilise contre le Covid, par exemple. On en trouve partout. On taille un arbre, pourquoi ? Tout d'abord, on essaye d'enlever toutes les branches qui poussent à l'intérieur de l'arbre. On dit toujours que il faut que ça soit suffisamment spacieux à l'intérieur, au cœur de l'arbre, pour qu'un oiseau puisse traverser l'arbre. C'est très important de tailler à l'intérieur toutes les branches qui sont vraiment à l'intérieur de l'arbre. Pourquoi ? Mais parce que si on ne le fait pas, le soleil n'arrive pas à rentrer dans tout l'arbre. Les rayons du soleil, c'est pourquoi on taille. On taille des branches souvent secondaires qui donnent pas de fruits. Mais si un arbre est épanoui, si les branches ne cassent pas sous le poids, par exemple des pommes ou des poires, c'est pas la peine de le tailler. En fait, c'est pas nécessaire. Il faut tailler lorsque les branches, sous le poids des fruits, commencent à plier vers la terre, donc les branches risquent de casser. À ce moment-là, il faut le tailler. On dit qu'un arbre, pour fructifier, doit être taillé. C'est faux. Ça n'a pas besoin d'être taillé pour fructifier. Par contre, il faut prendre soin de son arbre. On ne doit pas tailler l'arbre pour avoir de beaux fruits. On taille l'arbre, pour qu'il ne souffre pas, qu'il ne casse pas. Il faut toujours inverser le sujet. On ne doit pas penser à soi, on doit penser à l'arbre. On ne doit pas penser à soi, on doit penser aux insectes. On ne doit pas penser à soi, on pense aux légumes que l'on sème ou que l'on plante. Il faut toujours s'oublier et être au service de tout ce que nous faisons. Après tout, nous sommes des serviteurs de la terre. Nous sommes les fils de la terre. Alors, quand on s'oublie soi-même, on devient des serviteurs de l'inutile. Et c'est très bien. Parce que pendant qu'on est inutile, on est utile aux autres. Mais si on est utile à soi, on n'est plus du tout utile aux autres. Il faut donc inverser le processus de pensée. Comment avez-vous découvert la permaculture ? Est-ce que c'est la meilleure façon de s'occuper du jardin ? En vérité, personne ne fait vraiment de la permaculture. La permaculture, c'est une philosophie avant tout, une philosophie de vivre. Cela a été créé par Bill Mollison et Holmgren en Australie. Ça a été les deux premiers qui ont créé la permaculture. Il faut savoir que permaculture vient du mot permanent. Ça veut dire que on doit avoir des arbres fruitiers qui donnent des fruits toute l'année, comme en Australie lorsqu'il fait chaud toute l'année. C'est ça, permanent. Qu'on ait des légumes en permanence toute l'année, que la terre ne soit jamais à nu. Il y a toujours des légumes au printemps, en été, en automne et en hiver. Ensuite, Bill Mollison et David Holmgren avaient remarqué que dans le terrain très grand qu'ils avaient acheté, il y avait des arbres permanents, c'est-à-dire des noisetiers. Tous les ans, ils étaient là, il y avait besoin de rien faire pour avoir des noisettes, des noix, et beaucoup d'autres fruits rouges que les oiseaux, dont les oiseaux se nourrissent. Des fraises des bois, des framboises sauvages, qu'il y avait de l'ail sauvage, des poireaux sauvages. Il y avait toutes sortes de légumes sauvages que l'homme n'a pas plantés, et autrefois les gens se nourrissaient que de ça. On appelle ça un potager permanent, naturel. Ensuite, permaculture veut dire en permanence cultiver, mais pas que la terre, cultiver soi. Par exemple, on se passe de l'électricité, on fabrique son électricité. On va adosser une serre en verre ou en plastique contre sa maison
pour qu'il y ait de la chaleur. Quand vous chauffez l'hiver dans votre maison, ça amène de la chaleur dans la serre. Il faut rendre les choses le plus pratique possible, le plus utile et le plus simple. Il faut se passer de tout ce qui est chimique, tout ce qui n'est pas naturel. Il faut donc se rapprocher de la nature le plus possible. Il faut que l'homme soit dans sa maison en harmonie avec la nature qui est dehors, qu'il n'y a pas de différence. Ensuite, tout ce qui est proche de la maison, ce sera les choses utiles de chaque jour. Par exemple, avoir des plantes aromatiques, du thym, du romarin, des salades, des radis, tout ce dont on a besoin chaque jour et qui est tout près de la maison. Il n'y a pas besoin de faire 1 kilomètre. Et plus loin, vous avez d'autres légumes que vous prenez moins régulièrement. Et plus loin, encore d'autres légumes que vous avez besoin qu'une fois par mois ou pour vous faire plaisir. Il y a toute une philosophie, toute une organisation. Aujourd'hui, certains disent, il y a tout un design. Voilà, le design en permaculture. Nous n'avons pas cette nature australienne, donc c'est difficile de parler de permaculture ici. La permaculture est devenue une sorte de mode. Chacun a la vérité de comment il faut faire. Pour avoir des beaux légumes, encore une fois pour répondre à la question, il n'y a pas besoin de faire de permaculture. Il y a plein de jardiniers qui font de beaux légumes sur la terre noire, qui est même pas recouverte. Mais ce n'est pas très bien de mon point de vue. Mais cultiver directement sur la terre, biner la terre, retourner la terre, comme font des gens, ils auront des beaux légumes. À une condition qu'ils mettent beaucoup de fumier ou des produits chimiques dans la terre. Alors que dans la méthode naturelle que je nommerai pas permaculture, vous avez sous la paille, sous le foin, dessous, du mycélium. D'ailleurs, si vous recouvrez avec de la paille, vous verrez qu'il y a des champignons qui poussent la première année. Ça constitue un réseau de mycélium qui est très très important. Le mycélium rentre en contact avec les plantes, avec les légumes, avec les arbres. Ils font des échanges gazeux, des échanges d'azote. C'est une communion. Si vous bêchez la terre ou la retournez, vous tuez le mycélium. Dans ces cas-là, il va falloir mettre beaucoup de compost, de fumier ou des produits chimiques. Si vous voulez ne rien mettre, eh bien vous mettez de la paille et du foin et vous ne touchez pas à la terre. Un jour, vous avez dit que, en jardinant, on devrait analyser notre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une vaste question qui demande une vaste réponse. Endommager la terre, blesser la terre. On n'arrête pas de faire ça avec soi-même, on se blesse soi-même. On se juge, on se critique, on est violent avec soi-même, on a de la culpabilité, on est aussi violent vis-à-vis des autres, par les paroles, par les gestes, parfois par la pensée. Et donc, en jardinant comme il se doit, en harmonie, eh bien on se change soi-même. On voit que si je suis violent avec la terre, elle sera blessée. Il va falloir que je la répare. Elle ne donnera pas les légumes que j'attendais non plus. Donc il faut être doux avec la terre. Il faut l'écouter, il faut la regarder. De même, il ne faut pas être violent avec soi-même. Il faut s'observer, regarder nos états d'âme, nos émotions, tout ce qui apparaît, nos colères qui commencent à naître, les arrêter avant que ça devienne une colère. Le jardin enseigne la douceur, l'équilibre. Dans le jardin, quand on marche dans les allées doivent être assez propres, même si c'est couvert de paille, doivent être suffisamment propres pour que lorsqu'on marche, au lieu de regarder le ciel ou les paysages, on regarde devant ses pieds, parce qu'il traverse des tas d'insectes, des araignées, etc. Apprendre aussi à ne pas détester les araignées.
ne pas en avoir peur. Avancer son doigt, la laisser monter sur le doigt, la regarder de près. Cesser d'avoir peur des animaux qui nous paraissent terrifiants, dangereux. Non, au contraire, il n'y a rien de dangereux, surtout en Europe. À part les vipères, mais en général, ils ne sont pas dans les jardins. Donc, vous pouvez vous approcher sans problème. Et lorsque vous soulevez de la paille pour pouvoir y planter quelque chose, faites-le avec douceur. N'ayez pas des gestes brusques. Et faites ça avec la main. Et si vous ne voulez pas avec la main, mettez un gant. Et en douceur, soulevez la paille, soulevez la terre en douceur. Parce que sous votre main, il y a des vers de terre. Il y a des carabes, beaucoup de sortes d'insectes, qui sont comme nous. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils cherchent la nourriture, ils préparent l'hiver, ils sont exactement comme nous, ils n'ont pas envie de souffrir. Donc soyez conscients que jardiner veut dire ne pas jardiner. Laissez le jardin se jardiner. Vous êtes là pour servir. Et vous aurez tout à gagner. Un chef indien a dit un jour, « Nous sommes tellement perdus dans la tête, tellement dispersés, que nous n'entendons plus pleurer les fourmis. » Est-ce possible d'entendre ça? Je ne pense pas que quelqu'un ait entendu pleurer une fourmi. Mais ce chef voulait dire que nous sommes devenus insensibles à la nature. Nous ne voyons que notre propre tête. Nous ne voyons rien de ce qui n'est pas nous. Les Indiens d'Amérique ne tuaient pas les fourmis. Jamais. Parce que ils voyaient que la fourmi était justement comme nous, avec les mêmes besoins, les mêmes souffrances, qui recherche le bonheur, qui sait qu'elle naît et qu'elle va mourir. Et le temps qu'elle vit, elle a envie de vivre bien, comme nous. C'est ça ce que ça veut dire, on n'entend plus pleurer une fourmi. Mais on pourrait dire, on n'entend plus pleurer les arbres, ou les souris, peu importe. Ça veut dire qu'on est coupé de la nature, parce qu'on est dans notre tête, justement. On ne pense plus biologiquement par le corps. Le corps, il sent les choses. La tête ne sent pas, elle pense. Mais le corps sent. Si vous sentez un danger, vous le sentez par le corps. C'est le corps qui vous dit qu'il y a danger, pas la tête. La tête, elle voit pas le danger. Par contre, le corps ressent. Les animaux sauvages savent ressentir le danger par leur corps. C'est par la présence du corps qu'on ressent la présence de l'arbre ou la présence de la fourmi. Seule la présence reconnaît la présence. La tête ne reconnaît rien du tout, à part ses propres bêtises, ses propres idioties, projets, son propre égoïsme. Et surtout, la tête vit dans l'imagination perpétuelle, alors que le corps est réel. C'est de la biologie, il existe.
alors que la pensée n'existe pas. Elle n'existe pas, la pensée. Ça n'a pas de vie, une pensée. Le corps a une vie, mais pas la pensée. On n'entend plus pleurer même les rivières. Alors certains diront, « Mais si, je l'entends, la rivière. » Oui, mais tu ne la comprends pas. Tu entends avec tes oreilles, mais pas avec ton cœur. Ça veut dire exactement la même chose. La rivière, lorsqu'on la comprend, on comprend qu'elle est partout, parce que l'eau est partout. Dans tous les univers, il y a de l'eau. La rivière qui s'écoule, c'est l'univers tout entier qui s'écoule. La rivière qui devient océan, qui devient nuage. Et donc, l'espace, l'air est rempli d'humidité, rempli de l'eau. Dans le feu, pour que le feu puisse se mouvoir, il faut qu'il y ait de l'eau. Même dans le feu, il y a de l'eau. Donc l'eau est partout. Donc, voir, écouter, sentir la rivière, c'est sentir l'univers tout entier.